Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Nos invités ce matin, c'est l'UNSA qui arrive en force sur ce plateau avec Catherine Manfort et Eric Ourcade. Catherine, bonjour. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va bien ce matin ? Très bien. Jour de grève, mais vous n'êtes pas dans la rue, vous, aujourd'hui. On va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, si vous êtes d'accord, parlons de notre nouveau ministre, le ministre de l'Éducation nationale qui dit à fond les gamelles sur les réformes. Et vous vous dites, ouais, mais pas tout de suite, quoi. Oui, enfin, on dit surtout qu'on sort d'une réforme, qu'on ne se donne même pas le temps de voir les effets de cette réforme. Elle se poursuit dans sa mise en place et on nous demande au mois de juin de recommencer sur d'autres dispositifs. Nous, il va falloir quand même qu'ils nous expliquent comment on va pouvoir mettre en place un dédoublement des CP à Mayotte. Notamment pour les, on va les mettre les où, classes les de 12, élèves, de 12 voilà, classes, c'est ça, de 12 élèves par maître. On se demande comment ils comptent faire ici à Mayotte. Ce sont des effets d'annonce. On a demandé un temps de concertation, de discussion avec lui. Il ne se donne pas ce temps et donc forcément on n'est pas d'accord. Catherine, ça fait presque l'unanimité, dans la presse en tout cas, Blanquer est un professionnel, il sait de quoi il parle, il a tout pour être un bon ministre de l'Éducation. Alors, je veux dire qu'à la date du jour, je ne suis pas en capacité d'évaluer ses compétences, sinon peut-être que je serais Premier ministre. Ouais. En tout cas, ce qu'il apparaît, c'est que techniquement, en termes d'organisation, les moyens alloués au rectorat, que ce soit à Mayotte ou sur le territoire national, le sont depuis le mois de décembre-janvier. À partir des moyens alloués dans le second degré, les chefs d'établissement avec les équipes, dans le cadre des conseils pédagogiques, ont mis en œuvre les répartitions, notamment la fameuse répartition accompagnement pédagogique et les moyens alloués aux épis. Et la mise en œuvre est en route, on est en phase de préparation de rentrée. Donc dire et annoncer qu'à la rentrée de septembre, les moyens peuvent être alloués soit globalement à l'AP ou aux épis, je dirais que c'est dégainé un peu tardivement pour une mise en œuvre à la rentrée 2017. Eric, Catherine, cette réforme, il va falloir la faire, on en a besoin, l'éducation nationale a besoin d'une réforme. Mais il y a déjà une réforme qui est en place et je ne comprends même pas qu'on dise on a besoin d'une réforme. Il y en a déjà une, on va donc en faire une supplémentaire. C'est la grande mode dans l'éducation nationale. Nous, on considère à l'UNSA que l'éducation demande un temps long. On demande à ce qu'on prenne le temps de voir sur le terrain, d'écouter les gens de terrain, d'écouter même les parents pour ensuite réorganiser éventuellement cette réforme qui, finalement, est à sa première année de mise en place. Moi, je me demande là aussi de quelle façon vont procéder les municipalités dont c'est la responsabilité de savoir s'ils vont maintenir ou pas les rythmes scolaires. UNSA a toujours été pour la mise en place des rythmes scolaires, y compris à Mayotte, mais absolument pas dans les écoles en rotation. On a toujours été opposé à ça. Là, l'idée de donner la liberté aux municipalités nous laisse penser que ça va arranger plus les enseignants, les parents, mais les élèves. On va passer de 5 heures de cours hebdomadaires à 6h30, comme avant. Il faut quand même voir ce qu'il y avait de positif dans cette réforme. Les collègues, il y a beaucoup de collègues qui trouvent que c'est très très positif pour les élèves, sauf dans les écoles en rotation où là c'est inadmissible. Et la priorité pour nous, c'est de construire le plus rapidement possible les classes qui vont permettre la mise en place correcte des rythmes scolaires. Ça doit être compliqué quand même pour Nathalie Costantini, parce que un jour à fond sur la réforme scolaire, sur les rythmes scolaires, pardon, et puis le lendemain, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais et le lendemain on change de gouvernement, donc on part sur autre chose et il dit hop, on calme le jeu. Wow, le discours il doit être compliqué quand même. En fait, c'est la problématique de l'ensemble des cadres de l'éducation nationale, de l'enseignant expert pédagogique jusqu'à la plus haute autorité
quel que soit le territoire. Quand vous parlez, il faut que cette réforme soit mise en œuvre, je vous rappelle pour mémoire qu'elle a été mise en œuvre à la rentrée 2017. Et au final, ce qui est annoncé, c'est une pondération, une modération du travail qui a impliqué chez l'ensemble des personnels de l'éducation nationale un gros travail de fond pendant plus de 2 ans, avec une mise en œuvre qui a nécessité et qui a impacté les pratiques pédagogiques, avec du travail transdisciplinaire sur la base de projets, faire des liens avec les différents programmes. Voilà, donc il y a eu une impulsion pédagogique à tous les niveaux de l'éducation nationale. Et là, on assiste à un retour en arrière, ou en tout cas un grand freinage, pour dire, voilà, ce qui est mis en œuvre, on l'arrête, sans ce que vient de dire M. Hourcade, une phase d'analyse qui permet de déterminer si oui ou non... Moi, ce que je peux dire, si vous permettez, c'est que sur les épis, dans le cadre, au sein de mon établissement, les enseignants impliqués dans les projets, puisque les épis pour la population, c'est des enseignements pratiques interdisciplinaires, donc c'est une démarche de projet qui implique à minima 2 enseignants de 2 disciplines différentes en croisant les programmes, c'est que ça génère chez l'élève une motivation et une implication plus grande qui avait pour finalité et qui fonctionne de donner davantage de sens, de rendre plus explicites les contenus disciplinaires. Il est de retour, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Catherine Eric. Oui, cette réforme me paraît sur le papier extraordinaire. Vous l'appelez de vos voeux depuis toujours, d'une certaine manière. Mais à Mayotte, j'ai l'impression que c'est aller dans le mur en klaxonnant. Parce qu'on a déjà du mal à trouver des enseignants dans le second degré. 50% des effectifs, c'est bientôt, si je ne m'abuse, sont des contractuels. Ça, c'est pareil quasiment dans le premier degré. Comment on va faire si on doit dédoubler les classes et les nombres d'enseignants ? Bon, d'abord, je reprécise que nous, le dédoublement dans le premier degré en cycle 2 et plus particulièrement en CP, puisque c'est la priorité qu'a donné le ministre, c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais ce n'est pas possible à Mayotte. Il faudrait, comme vous le dites, tenir compte de la difficulté de Mayotte déjà à avoir des enseignants en poste, de la difficulté d'accompagner tous ces personnels qui débutent dans la carrière et qui découvrent le métier d'enseignant. La formation doit être une priorité, de même que de réfléchir véritablement. Nous, on partage pas le point de vue, on n'est pas tranché sur la question du vice-rectorat qui deviendrait un rectorat de plein exercice, et ça, pour nous, ça ne résoudrait pas forcément tous les problèmes, de même que l'université de plein exercice. Je pense qu'il faut un temps pour voir les avantages, les inconvénients et surtout la faisabilité. Et je pense que les choses ne peuvent arriver que progressivement. Éric Hourcade et Catherine Montfort, aujourd'hui, c'est jour de grève. Il y a des instits dans la rue, il y a des professeurs, il y a des inspecteurs, il y a des adhérents de l'UNSA qui sont dans la rue. Or, vous n'y serez pas. Pourquoi ? On n'y sera pas tout simplement parce qu'on ne peut pas être d'accord sur une plateforme qui, finalement, c'est une plateforme fourre-tout, où on va voir des problématiques à la fois d'attractivité, des problématiques de formation, des problématiques de management, qui, pour nous, sont des problématiques trop disparates, où, finalement, on essaie d'élargir au maximum en essayant de... Les collègues ne voient pas vers où on veut aller dans cette problématique. Mais c'est la démonstration qu'il y a un vrai gros problème. Non, mais pour quand nous, il y a les choses... tout comme ça, c'est qu'il y a un vrai gros problème. Non, mais je pense qu'il nous faut être très au clair, nous, les organisations syndicales, avec le discours qu'on doit porter. Il faut qu'on soit cohérent, il faut qu'on apporte des propositions pragmatiques. Là, on est sur des propositions... moi, je suis désolé, mais quand on dit qu'il faut mettre en place un dispositif de titularisation massive des contractuels, ah oui, comment ? Comment ? C'est bien gentil, mais comment ? Avec quel formateur ? De quelle façon on compte l'organiser ? Nous, on dit il faut absolument donner la priorité à la formation, il faut absolument qu'il y ait une écoute différente à Paris des problématiques du vice-rectorat pour qu'on arrive à solutionner ce problème du déficit d'enseignants. La question de l'attractivité, c'est aussi une question majeure. Là aussi,
il faut remettre cela, mais enfin, c'est pas nouveau. Ça fait 4 ans que toutes les organisations le portent. Demander la grève avant même de discuter, c'est une méthode qui n'est pas la nôtre. Ils ont essayé de discuter quand même, Catherine. Ils ont essayé d'avoir audience avec Madame le vice-recteur. Ils l'ont obtenu. Il a fallu que Paris intervienne pour. Qui ça, ils ont l'intersyndicale avec les inspecteurs, le second degré, le premier degré. Alors, moi, ça fait 5 ans que je suis sur le département avec 2 vice-recteurs et les possibilités d'audience syndicale sont fréquentes. Les instances auxquelles je siège, notamment le CTP, aux côtés de nos collègues de la FSU, sont des instances qui permettent de s'exprimer. Après, vous évoquez les inspecteurs. Moi, je pondérerais en disant quelques inspecteurs. Et après, je ne souhaiterais pas davantage rentrer dans un débat qui ressemble davantage à une façon d'exprimer des problématiques de personnalité, d'interpersonnalité, puisque effectivement, vous avez dit ils font partie de l'UNSA, mais effectivement, il y a d'autres inspecteurs. Peut-être vous êtes-vous posé la question du nombre d'inspecteurs siégeant au sein de cette instance. Voilà, donc je pense que quand on parle au nom des cadres, il faut avoir une réelle représentativité. Vous avez reçu notre communiqué où l'ensemble des cadres, de l'enseignant expert pédagogique jusqu'aux inspecteurs, ne se reconnaissent pas ni dans le fond ni dans la forme de ce communiqué. Et nous tenons à dire également à Monsieur le Préfet qu'il faut faire attention à la représentativité dite de l'ensemble des cadres. Voilà, pour le reste, je souhaiterais qu'on n'entre pas davantage dans ce débat qui est stérile. Vous pouvez le souhaiter. Pour le département. Et ce qui est important, c'est effectivement que l'école puisse continuer. L'UNSA Éducation n'a jamais fait partie, depuis 4 ans, 5 ans qu'on est sur le département avec Monsieur Ourcade, et de l'ensemble des sections syndicales de manifestations qui consistent à entraîner une paralysie du fonctionnement du système éducatif. Là-dessus, il y a une cohérence, ça c'est clair. Nous sommes cohérents du début à la fin. Et nous sommes au début juin, excusez-moi de continuer. Les élèves sont en période de préparation et de finalisation vers les examens. Les enseignants ont à cœur de porter leurs élèves vers la réussite, comme l'ensemble des personnels, et UNSA Éducation va s'y attacher, sans pour autant négliger le travail de fond qui se fait auprès justement des instances délibératives et des instances paritaires qui permettent à toutes les organisations de s'exprimer de façon tout à fait cordiale et respectueuse les unes des autres. Éric, il nous reste une poignée de minutes à peine. Les législatives, on est à la veille des législatives et il y a la frontière entre la politique et le syndical, elle est parfois bizarroïde. On ne va pas voir de langue de bois là-dessus. Nous, on sait avec qui on peut travailler, ici, localement et nationalement. Avec qui ? Très, très clairement, nous, on travaille régulièrement avec le sénateur Tani, avec le député Aboubacar, qui ne ménagent pas leurs efforts. Donc les sénateurs de gauche. Bien sûr. On est d'accord. Bien sûr. Non, mais c'est le cas. Bien sûr. Ouais. Et nous. C'est-à-dire que là, vous affichez UNSA à gauche. Bien sûr. Oui. Bien sûr. On n'a jamais été autrement qu'à gauche. Simplement, on a une méthode qui n'est pas la méthode de. D'abord, on instaure un rapport de force par la rue avant de discuter. Nous, on discute. Par exemple, fin juin, début juillet, nous avons une entrevue avec l'ensemble des secrétaires nationaux pour envisager des rencontres nationales à propos de Mayotte, que ce soit au niveau de la fédération UNSA, de la fédération UNSA Éducation ou du SE-UNSA. Ça fait partie de nos méthodes et on le fera aussi avec le sénateur Tani en particulier et on espère que nos partenaires députés élus pourront travailler avec UNSA Éducation. Allez, Samuel Bocher, pour conclure. Oui, on a un tout jeune gouvernement, on a un tout jeune ministère de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que l'on peut espérer pour l'UNSA? Qu'est-ce qu'espère l'UNSA de Blanquer aujourd'hui, du ministre? Pour Mayotte, mais aussi pour l'éducation en règle générale. Nous, ce qu'on attend de M. Blanquer, c'est qu'il accepte la discussion, d'écouter, de prendre le temps. C'est ce qu'on lui demande. Après, on n'est pas du tout contre des réajustements de la réforme. Elle est perfectible, elle a besoin d'être revue. Il y a de bonnes idées dans ce qu'il propose. Mais de faire cela, là, actuellement, pour la prochaine rentrée, de cette façon, nous inquiète dans la méthode. Peut-être pas dans le fond, mais la méthode nous inquiète parce que
ça décourage les collègues qui se sont mis au travail, comme l'a dit Catherine, qui se sont mis au travail depuis 2 ans pour assimiler une réforme. Et là, on leur dit, grosso modo, le travail que vous avez fait, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous en débarrasser et faire autre chose. Ce n'est pas cohérent. Juste pour une réaction d'un auditeur, je le lis, ça va pas vous faire plaisir, pardon, mais c'est aussi ça la liberté de parole. Dans tous les syndicats, il y en a toujours qui sont du côté de l'administration. Ces deux-là en font partie. Ces deux-là, les deux personnages. Oui, alors nous représentons l'ensemble de l'UNSA Éducation. Alors, je rassure l'ensemble des auditeurs. C'est pas l'ensemble, c'en est un. Non, mais je rassure par le fait l'ensemble des auditeurs et j'assume complètement. Nous sommes tous des fonctionnaires de l'éducation nationale et nous faisons tous partie de l'administration. Et en tant que cadre, notre devoir de fonctionnaire, au-delà de notre mandat syndical, consiste à faire en sorte que le système éducatif avance et ne soit pas détruit. Nous sommes, alors effectivement, au sein de l'UNSA Éducation, mais vous, lors de votre dernier plateau, il y avait une certaine volonté d'afficher une solidarité entre des personnels enseignants du second degré et des cadres. Je rappelle qu'UNSA Éducation, ce sont des sections qui représentent les enseignants, les personnels de direction, 80% des personnels de direction sur les 60, les personnels administratifs, Sup-Recherche, les inspecteurs du premier degré, et donc nous représentons globalement l'ensemble des personnels et nous faisons tous partie de l'éducation nationale et nous sommes tous des cadres avec des fonctions différentes, d'experts pédagogiques pour les enseignants, personnel d'encadrement pour les IEN et les chefs d'établissement, et les personnels administratifs qui sont les collaborateurs directs des équipes qui pilotent, que ce soit au niveau du vice-rectorat et des établissements scolaires. Donc, je rassure le collègue, nous, notre intérêt, c'est de faire avancer le système éducatif mahorais. Et pour répondre à la question de monsieur, qu'est-ce qu'on attend de monsieur Blanquer ? C'est vraiment une prise en compte, telle que l'UNSA Éducation le demande depuis 5 ans, de moyens adaptés suffisamment et en nombre et en qualité à la spécificité de Mayotte. Quand j'étais jeune enseignante, monsieur Milan, si vous permettez, ce qui remonte quand même à 30 ans, eh bien, quand on était personnel titulaire pour la première année, quand on avait une affectation, on avait une extension qui s'appelait l'escargot, et on se retrouvait, bien que provincial ou auvergnate, pour féliciter Clermont-Ferrand pour leur... On bénéficiait d'une extension et on était affecté en région parisienne. Donc moi, j'ai commencé ma carrière en région parisienne parce qu'à l'époque, et ça l'est toujours, on était déficitaire en personnel enseignant. Ça peut être un des moyens d'affecter des jeunes professeurs titulaires sortant nés au concours sur des départements défavorisés et en manque de ressources humaines. Voilà un des moyens, prendre en compte l'absence de ressources humaines à tous les niveaux du système éducatif mahorais pour qu'il y ait équité sur le territoire national. Eric, juste pour conclure, le mot de la fin, ça c'est pour un homme, mais c'est pas très poli, mais en même temps c'est ce que les gens polis. Non, mais on voudrait quand même dire une chose de très importante pour nous, le combat des IERM, la reprise d'ancienneté générale de service est une priorité. Ce n'est pas parce qu'on n'appelle pas à la grève que ce n'est pas une question pour nous majeure. On tient absolument à avancer sur ce dossier, mais on ne le fait pas avec tambour et trompette. On essaie de travailler à notre façon, qui peut parfois surprendre certaines autres organisations syndicales, mais on continuera parce que de toute façon, on œuvre finalement pour les mêmes choses. Avec nos collègues des autres syndicats, mais avec d'autres méthodes. Merci Catherine, merci Eric. Je sais que vous partez dans pas longtemps, vous quittez Lille. Sur ce plateau, on aurait pu avoir un Biarritz Clermont-Ferrand, ça sera pour une prochaine fois en tout cas. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.